se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo autour du discours de la servitude volontaire, œuvre au programme du bac de français pour cette année 2025-2026 et les suivantes. On va se concentrer aujourd'hui autour des objectifs de ce texte et de la genèse de l'œuvre qui, vous allez le voir, est assez complexe. On va, dans un premier temps, aborder les objectifs de ce texte. Il y a dans cette œuvre de la Boétie des questions essentielles qui sont posées. En voici quelques-unes en tout cas qui vous permettent de dégager des grands axes et qui peuvent guider votre lecture. Quelles sont les raisons poussant un peuple à accepter de se soumettre, puisque dans servitude volontaire, il y a bien cet adjectif volontaire, donc c'est-à-dire que paradoxalement la servitude ne serait pas subie, mais serait, alors sinon voulu, du moins accepté et toléré. Dans quelle mesure l'état de servitude peut-il être volontaire? Comment une collectivité peut-elle se laisser asservir par un seul tyran? Et en effet, on voit donc tout le paradoxe qui est contenu dans ces questions, et c'est ce que la Boétie appelle dans son œuvre un malencontre. Donc un paradoxe, c'est-à-dire un accident illogique, déraisonnable, quelque chose qui peut paraître totalement inconcevable à la raison humaine. Par conséquent, dans son texte, la Boétie, finalement, a une double cible. Sa critique va viser deux entités différentes. D'une part, ceux qui abusent de leur pouvoir, donc globalement les tyrans, mais on verra que la tyrannie, les tyrans peuvent avoir différents visages, mais aussi le peuple qui laisse la possibilité au tyran d'abuser de son pouvoir et accepte finalement cette soumission, cette servitude. Alors, après avoir rappelé les objectifs, on va à présent aborder la genèse et la diffusion du texte. Alors, il y a un véritable flou au niveau de la genèse de l'œuvre. C'est très très compliqué de dater en fait. Cette œuvre, si vous avez déjà bien retenu ce que je vous ai dit dans la vidéo de présentation sur la Boétie, vous savez qu'on pense qu'il a écrit le texte à 16 ou 18 ans. Déjà là, il y a une incertitude. D'autre part, le texte finalement n'a jamais été publié du vivant de la Boétie et le texte a circulé de façon manuscrite mais de façon confidentielle au sein d'un cercle très restreint, celui des parlementaires de Bordeaux, et probablement que le manuscrit a été retouché plusieurs fois, soit par la Boétie lui-même, soit par ceux éventuellement qui se l'échangeaient. D'autre part, les publications qui ont eu lieu à titre posthume, donc c'est-à-dire après la mort de la Boétie, ont été progressives, ont été partielles, tronquées, divergentes, ont été modifiées. Donc, compliqué, encore une fois, de retrouver le texte source, le texte original. D'autre part, comme je vous l'avais déjà expliqué, là aussi dans la vidéo sur la Boétie, sur sa vie, Montaigne, qui a été chargé par son ami de publier ses œuvres, a publié une partie de celle-ci, mais pas le discours de la servitude volontaire, ni le mémoire sur l'édit de 1562, puisque, je vous le rappelle, Montaigne avait peur que ces textes soient manipulés, se fassent réapproprier par des personnes qui allaient tordre finalement les idées contenues dans le texte de la Boétie. Alors, on suppose néanmoins que l'écriture du discours de la servitude volontaire a été progressive. Alors, on est influencé par Montaigne, puisque dans ses essais, il oriente notre vision de l'œuvre et il oriente aussi notre façon de dater la période de rédaction. Puisqu'il l'écrit, il l'écrivit par manière d'essai en sa première jeunesse, rappelez-vous qu'on retrouve un peu plus loin aussi en son enfance, à l'honneur de la liberté contre les tyrans. Et donc finalement, selon Montaigne dans les essais, le discours de la servitude volontaire aurait été rédigé en 1546 ou en 1548, donc soit à l'âge de 16 ans, soit à l'âge de 18 ans.
Mais certains chercheurs en littérature ont estimé que ce n'était pas possible dans la mesure où les apostrophes à Guillaume de Lurlonga et l'éloge des poètes de la Pléiade ne pouvaient avoir été écrits que plus tard, c'est-à-dire vers 1554. Je fais juste une petite parenthèse à propos de l'apostrophe à Guillaume de Lurlonga. Nous ne l'avons pas dans notre texte puisque, selon les éditions, on la trouve ou on ne la trouve pas. Nous, c'est remplacé par un vous, mais Guillaume de Lurlonga était, si vous voulez, une sorte de collègue de la Boétie au Parlement de Bordeaux, et dans certains manuscrits, il s'adresse directement à lui en lui dédicaçant en quelque sorte le texte et finalement en considérant ce dédicataire comme quelqu'un de confiance et quelqu'un qui serait capable de comprendre le texte sans lui faire dire l'inverse ou le contraire de ce que la Boétie avait écrit. Par conséquent, les critiques optent pour une hypothèse d'une rédaction en 2 étapes. Une première étape de 1546 à 1549, qui serait une forme de première composition de l'œuvre, et de 1553 à 1557, qui engloberait finalement la rédaction d'une première version aboutie ainsi que d'une première diffusion. Le problème, en effet, c'est qu'on n'a pas un manuscrit original, clair, qui nous est parvenu. Comme je vous l'ai dit, ça n'a jamais été imprimé du vivant de l'auteur, mais il y a une version manuscrite qui a circulé dans le cercle restreint des parlementaires de Bordeaux et donc qui était considérée probablement par la Boétie comme des personnes aptes à bien comprendre son texte. On a en notre possession plusieurs manuscrits qui datent du XVIe siècle, mais aucun n'est de la main de l'auteur. Donc à chaque fois, ce sont des copies. Le plus ancien que l'on a en notre possession, c'est celui qu'on appelle le manuscrit de Même, qui date de 1560-1570 et qui est une version déjà révisée du texte de départ. Il aurait été offert par Montaigne à Henri de Même étant un collectionneur de manuscrits. Encore une fois, cette version n'est pas de la main de la Boétie, c'est une version qui a été copiée, donc avec éventuellement des modifications qui ont pu être apportées. Donc, comme je vous l'ai dit, la diffusion, là aussi, elle va avoir lieu par étapes. Tout d'abord, le manuscrit circule de main en main au sein des membres du Parlement de Bordeaux, probablement parce que c'est le public le plus averti. Ensuite, l'œuvre a été diffusée plus largement de manière posthume, mais alors là, vous allez voir aussi que cette diffusion est un peu rocambolesque et connaît aussi en fait des publications tronquées, divergentes. La première publication partielle, elle a lieu dans un pamphlet protestant de 1574, dans ce pamphlet qui s'intitule « Le réveil matin des Français ». Qu'est-ce que c'est qu'un pamphlet? Un pamphlet, c'est un texte polémique, violent, qui va attaquer une cible en particulier. Et donc, on vous dit c'est un pamphlet protestant. Donc, vous vous rappelez aussi qu'on est en plein contexte de conflits religieux entre les catholiques et les protestants. Donc, les protestants vont se réapproprier le texte de la Boétie pour le faire aller dans le sens de leur cause. Et finalement, on a un dialogue entre un historiographe et un politique, et à l'intérieur de ce dialogue, on va retrouver des passages du texte de la Boétie. Mais seulement, ces passages ne représentent qu'un sixième du texte original, donc pas grand-chose. Finalement, la crainte de Montaigne, qui avait refusé de publier le discours de la servitude volontaire dans ses essais, était fondée, puisque cette première publication donne lieu à une torsion du texte, à une réinterprétation du texte à des fins pamphlétaires. Les protestants vont garder du texte que ce qui peut servir à leur revendication. Je refais un petit focus justement sur cette réappropriation par les protestants avant de vous dire comment le texte a été diffusé par la suite. Les protestants, ils vont modifier le texte de la Boétie. Par exemple, on a une expression dans l'œuvre originale, ce qui arrive partout. Donc on voit la dimension un peu universelle et atemporelle du propos de la Boétie.
Eh bien, les protestants remplacent cette expression par notre France. Donc, le texte de la Boétie va prendre une dimension véritablement concrète. La tyrannie est une réalité française. Et la tyrannie, c'est la monarchie absolue qui s'en prend aux protestants. C'est pourquoi l'œuvre de la Boétie a souvent été rapprochée des textes des monarchomaques, c'est-à-dire des textes qui combattent le monarque, qui sont contre la monarchie absolue. Or, cette interprétation, elle implique une datation bien plus tardive du texte, puisque avant les années 1560, la Boétie n'aurait eu aucune raison d'avoir comme visée de défendre le camp protestant contre le pouvoir royal français. Je vous rappelle que la Boétie était plutôt dans un modèle de tempérance, à chercher une solution pour que catholiques et protestants cohabitent, mais il n'allait pas dans le sens d'une défense affirmée et assumée des protestants. Ce qui veut dire que les protestants utilisent donc les arguments de la Boétie pour légitimer leur lutte contre la répression catholique. En 1577, on a une nouvelle publication du texte, qui est cette fois accompagnée d'une citation de la 13e Philippique de Cicéron, qui fait référence au massacre des citoyens et à la guerre civile. Donc encore une fois, le texte est explicitement rattaché aux guerres de religion. On poursuit sur les autres étapes de la diffusion du texte. Une première publication complète et séparée, c'est-à-dire qui n'est pas incluse dans une autre œuvre, est publiée sous le titre « Vive description de la tyrannie et des tyrans avec les moyens de se garantir de leur joug » en 1577. Cette édition, elle paraît à Reims par l'éditeur Jean Mouchard. En 1577 encore, on a une nouvelle parution de l'œuvre à laquelle est adjoint le mémoire touchant à l'édit de janvier 1562, et ces deux œuvres de la Boétie sont incluses dans les mémoires de l'État de France sous Charles IX, rédigés par Simon Goulard. Donc là, ce n'est pas une édition séparée, c'est inclus dans une œuvre plus large. Donc les mémoires de l'État de France sur Charles IX, c'est-à-dire une œuvre, alors historique, mais avec un parti pris, et qui retrace donc la politique et l'histoire de France sous Charles IX. On va donc s'intéresser maintenant à la postérité de l'œuvre. On commence justement par cette dernière publication-là, celle de 1577, à l'intérieur des mémoires de l'État de France sous Charles IX. Eh bien, le 9 mai 1579, donc 2 ans plus tard, le Parlement de Bordeaux décide de faire brûler cette œuvre de Simon Goulard. Attention, néanmoins, la condamnation ne portait pas sur le mémoire de l'édit de 1562, ni sur le discours de la Boétie, mais bien sur les mémoires de l'État de France sous Charles IX. D'accord ? Néanmoins, ça montre bien que l'œuvre de la Boétie est encore une fois mise au service d'idées antimonarchiques que l'auteur ne partageait pas. D'accord ? Simon Goulard, en intégrant ces œuvres-là dans ses mémoires à lui, donne encore une fois une portée au texte de la Boétie que celle-ci ne contenait pas, à savoir une attaque contre la monarchie absolue. Jusqu'en 1727, la Boétie tombe complètement dans les oubliettes. En 1727, on a alors une première publication intégrale du discours de la servitude volontaire dans une édition des Essais de Montaigne. Donc là où Montaigne avait refusé d'insérer le discours de la servitude volontaire, eh bien, il y a un éditeur en 1727, Pierre Coste, qui va finalement l'intégrer aux Essais de Montaigne. Au XVIIIe siècle, le discours de la servitude volontaire va faire l'objet d'une réappropriation révolutionnaire. En effet, les révolutionnaires vont reprendre le texte à leur actif. Le discours de la servitude volontaire est republié en 1789, année dont vous connaissez bien la portée, et Marat s'en serait inspiré pour rédiger les chaînes de l'esclavage.
En 1835, une première publication séparée a lieu pour le 19e siècle. Cette édition, elle est due à Félicité de Lamennais. La préface de cette édition va mettre l'accent sur le caractère politique de l'œuvre en proposant l'interprétation d'un texte révolutionnaire qui appelle à la révolte, à l'émancipation, à la rébellion. Encore une fois, cette lecture est orientée et elle est inspirée par ce qui se passe au XIXe siècle, c'est-à-dire un siècle de révolte, de revendications sociales. D'accord ? On a des révolutions en 1830, on en aura en 1848, donc on est dans ce contexte-là. Donc, encore une fois, le texte de la Boétie est tordu, réapproprié par rapport au contexte de l'époque. À la fin du XIXe siècle, les communistes et les anarchistes, qui veulent la fin de l'État, s'emparent du texte. Donc, on a notamment Gustav Landauer, qui est un socialiste égalitaire, qui résume ainsi la thèse de la Boétie. Les hommes ne devraient pas être liés par le pouvoir, mais être alliés en tant que frères, sans pouvoir, anarchie. Donc, encore une fois, là, il y a un biais dans l'interprétation, même si en effet, on le verra quand on étudiera le texte plus en détail, Montaigne insiste sur l'idée d'une égalité entre les hommes, sur l'idée que la nature a fait les hommes égaux et en fait dans une forme d'interdépendance et de respect. Pour autant, il ne promeut pas du tout l'anarchie, il ne demande pas la fin de la monarchie. C'est pas du tout quelque chose qui est dans le texte de la Boétie. Au même moment, aux États-Unis, le philosophe Thoreau défend le principe de désobéissance civile en s'inspirant de la Boétie. Durant la Seconde Guerre mondiale, le discours de la servitude volontaire va être interdit en Belgique en 1941, car on considère qu'il pourrait être lu comme une défense de la résistance contre le régime nazi. De la même façon, encore une fois, le texte dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale est évoqué dans le New York Times en 1942, qui parle à ce moment-là d'une traduction anglaise du texte et fait de la Boétie un anti-nazi. En 1943, le texte est republié en Suisse avec l'annonce « Un homme libre devant les tyrans ». Donc on voit qu'en fonction de la situation politique, encore une fois, le texte de la Boétie peut faire écho, en fait, à des abus de pouvoir et à de nouveaux tyrans. Et dans notre monde actuel, vous en pensez quoi? Est-ce que le discours de la servitude volontaire fait encore sens? Est-ce qu'on a des nouveaux tyrans? Quels sont-ils? À vous de jouer et à vous de réfléchir. À bientôt!